France Info. Le pays du vin et de l'apéritif, plus la consommation des jeunes, festive ou excessive. La France est-elle un pays de buveurs d'alcool? L'organisme Santé publique France publie ses chiffres sur cette consommation dans notre pays et l'on voit que ce sont les seniors, 55-75 ans, qui boivent le plus. Les jeunes, eux, boivent de manière occasionnelle, mais parfois en grande quantité, le binge qu'on évoque assez souvent. Et globalement, la consommation de l'ensemble des Français de plus de 15 ans a diminué. Alors le chiffre, c'est 11,7 litres d'alcool par an contre 26 litres il y a 60 ans. Vous voyez qu'en effet, les modes de consommation ont bien changé d'une génération à l'autre. Nous sommes avec Thomas Pitrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, co-auteur d'un livre intitulé Tournée Générale, c'est publié chez Flammarion. Et Patrick Démé, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes médecin et secrétaire général de l'ANPA, qui est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. Alors, premier constat, Patrick Démé, la consommation a beaucoup diminué en 60 ans. Est-ce que vous dites c'est parfait, on avance bien, ou alors c'est insuffisant, on devrait faire beaucoup mieux? Eh bien, écoutez, je pense que c'est une bonne chose que la consommation a diminué, mais il faut garder à l'esprit d'où on partait, hein, et de la morbimortalité qui était imputable à cette consommation d'alcool. Donc ça a baissé effectivement, mais il reste encore beaucoup à faire, et on voit dans les résultats de l'étude qui a été publiée ces jours-ci, qu'il y a encore 41 000 décès par an en France. C'est encore 41 000 décès de trop, puisque la mortalité imputable à l'alcool est totalement évitable. Oui. Thomas Pitrel, c'est vrai qu'on part de très loin en matière de consommation d'alcool en France? On part de très loin, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, 26 litres d'alcool il y a à peu près 50 ans, quelque chose comme ça. Après, c'est une évolution qui est assez logique parce que c'est aussi lié aux évolutions de la société, aux évolutions des socioprofessionnels finalement, parce que la société s'est tertiarisée et donc du coup, par la force des choses, on a des emplois qui sont moins physiques, on boit moins, quoi. C'est assez mécanique finalement, et ça a cet effet plutôt positif quand même sur la santé, puisque effectivement 41 000 morts par an, c'est énorme, et c'est encore une proportion qui est plus élevée que dans pas mal de pays en Oui, ça veut Europe. dire qu'on a de la marge encore. On On peut aller encore plus loin dans la lutte contre l'alcoolisme. Et en même temps, on peut quand même dire que c'est sur la bonne voie, parce que la dernière étude, donc là c'est sur des données de 2015, la dernière étude qui était sur des données de 2009 montrait que c'était 49 000 morts par an. Donc il y a quand même une baisse. Après, effectivement, il y a énormément de marge. Oui. Patrick Démé, il y a une loi en France, la loi Evin, qui date de 1991. Alors, je résume en 2 mots, elle a interdit la publicité pour l'alcool, pour les cigarettes, mais cette loi, elle est régulièrement modifiée, elle est adoucie, certains réclament sa suppression. Est-ce que la loi Evin est encore efficace aujourd'hui? Est-ce qu'elle permet vraiment de limiter les incitations à la consommation d'alcool, puisque c'était ça le but? Je crois que la loi Evin a été beaucoup attaquée par différents lobbies qui visent à faire la promotion de la consommation d'alcool malgré tous ces risques qu'on perçoit encore pleinement aujourd'hui. Elle est affaiblie, mais elle reste aussi encore un rempart fort et symbolique contre cette, je dirais, morbimortalité imputable à l'alcool, et contre cette publicité effrénée et cette promotion effrénée de l'alcool dans notre pays. Je crois que ça reste quelque chose qui est fondamental. Elle a été affaiblie, il faudrait probablement la renforcer, et c'est d'autant plus étonnant que finalement c'est une loi que nous envient d'autres pays européens, alors que nous, on n'a de cesse que d'essayer de l'affaiblir et de l'amoindrir. Oui, c'est vrai que cette loi est régulièrement attaquée, Thomas Pitrel. Ouais, après, c'est vrai que c'est assez particulier, parce que cette loi, elle est passée donc il y a maintenant quasiment 30 ans. Elle est passée un peu comme un coup de force, quoi. C'est-à-dire que personne s'y attendait trop, et en fait, elle a été effectivement très efficace à un moment donné, et assez dure. Et au fur et à mesure, forcément, ce qu'on appelle le lobby, quoi, qui est un groupe d'intérêt des alcools et du vin, essayer de faire pression pour adoucir cette loi, et c'est ce qui s'est passé. Et si on veut faire un peu de mauvais esprit, on peut dire que effectivement elle a été un peu vidée de sa substance. Alors c'est ce que j'allais vous demander. Parce qu'aujourd'hui, quand on en parle aux représentants professionnels du monde du vin, eux ils disent qu'elle est très bien comme elle est aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, ça veut dire qu'ils ont gagné. Ouais. Voilà. Patrick Démé, ils ont gagné de fait?
Ils ont gagné un certain nombre de batailles, hein, c'est sûr. Il y a la publicité a été largement amoindrie, les effets de terroir, le no-tourisme qui a été défendu sont des propos relativement fallacieux qui permettent de contourner une grande partie de la loi Evin. Donc elle est très affaiblie, ouais. mais il faut se battre pour la conserver et la renforcer. Et bon, on a vu aussi toutes les batailles qu'il y a eu autour de la publicité pour l'alcool. C'est effectivement aujourd'hui, les limites sont quand même très, très affaiblies par rapport à ce que pouvait être il y a quelques années. Oui, alors, lobby de l'alcool et du vin, hein, on est évidemment là au cœur du sujet. En France, manifestement, on veut toujours faire une distinction, une différence entre l'alcool d'un côté et le vin de l'autre. Alors, est-ce que cette distinction est légitime d'après vous ? Est-ce que c'est uniquement à 100% de la mauvaise foi pour préserver le commerce en France, Thomas Pitrel ? C'est légitime au niveau économique et culturel, quoi. C'est-à-dire que le vin a évidemment une place particulière dans la culture française et dans l'économie française, parce qu'elle participe aux résultats d'exportation de la France à une hauteur vraiment très très élevée. Donc voilà, c'est en ça qu'on considère que le vin a une place à part. Après, en termes d'impact sur la santé, c'est la même chose. Et d'autant plus quand on est dans un pays où la culture faisant qu'on boit beaucoup de vin, on boit plus de vin que de bière, par exemple. Oui, alors là-dessus, les comportements ont un peu changé, on va y venir, hein, d'une génération à l'autre. Patrick Démé, le vin devrait être considéré comme un alcool comme les autres, d'après vous ? C'est un alcool comme les autres, c'est de l'alcool, il y a un degré d'alcool, point barre, c'est de l'alcool, c'est tout. Alors effectivement, on a certaines personnes qui se sentent, je dirais, concernées par des conflits d'intérêts probablement vis-à-vis de régions de production ou autres, et qui défendent que le vin est un alcool, n'est pas un alcool comme les autres. Non, c'est un alcool, point barre, c'est de l'alcool, c'est de l'éthanol, comme dans tous les produits à base d'alcool, et c'est aussi un point fondamental que de parler de l'impact économique et social. Économique et social, on l'a vu, ça a été dit par M. Pitrel, mais il y a un autre impact économique et social, c'est le coût de l'alcool, le coût des soins, le coût de l'absentéisme, le coût des accidents, etc. apportables à l'alcool, qui est bien supérieur à celui que va générer éventuellement la considération que vous semblez proposer. Ce n'est pas ce que les gouvernements mettent en avant. Hein. Non, oui, mais bon, bien sûr, on a répondu dans un communiqué de presse notamment que vu du foie, le vin c'est de l'alcool comme les autres. Hein, et on a vu la consommation importante des tranches d'âge un petit peu plus âgées qui ont une consommation là aussi essentiellement à base de vin. Et le vin reste en France le principal alcool consommé. Étant le principal alcool consommé, c'est aussi le principal responsable des 41 000 décès qu'on a tous les ans. On fait une petite pause pour l'info et on se reparle juste après. Voici Romain Desec. Un cimetière juif profané cette nuit près de Strasbourg à Katzenheim. 80 sépultures, certaines recouvertes de croix gammées. Une nouvelle illustration de l'augmentation des actes antisémites ces derniers mois en France, en hausse de 74% sur un an. Un acte qui intervient à quelques heures d'un grand rassemblement organisé à Paris en présence de la plupart des partis politiques, excepté le RN et le NPA. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, n'y sera pas. En revanche, il se rend cet après-midi au mémorial de la Shoah. Les surveillants de prison mènent une action ce matin dans une quinzaine d'établissements, mouvement à l'appel de plusieurs syndicats. Ils réclament de meilleures conditions de travail et des effectifs supplémentaires. En Grande-Bretagne, ce sont 3500 emplois qui sont menacés. Honda annonce son intention de fermer son usine de Swindon. Ce n'est pas lié au Brexit, selon un porte-parole du constructeur japonais. Le film de François Ozon est un excellent film. C'est le porte-parole adjoint de la conférence des évêques de France qui le dit ce matin. C'est une pierre de plus dans la lutte contre la pédophilie, selon Vincent Némon.
Et puis une nouvelle charnière pour le 15 de France, pour le match face à l'Écosse samedi. Les demi-toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamak seront alignés en lieu et place de Camille Lopez et de Morgane Parra. France Info. L'organisme Santé publique France publie ses chiffres sur la consommation d'alcool dans notre pays. Elle a beaucoup évolué globalement. Elle a fortement diminué en une cinquantaine d'années. Nous en parlons avec Thomas Pitrel, qui est journaliste et co-auteur d'un livre intitulé Tournée générale, et Patrick Démé, médecin et secrétaire général de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Vous disiez, Patrick Démé, que vu du foie, évidemment, le vin est un alcool comme un autre. Thomas Pitrel, vous voulez ajouter que ce n'est pas le seul point de vue qu'il faut prendre en compte dans cette affaire. C'est totalement et rigoureusement exact. Mais c'est simplement, en fait, quand on parle de lobby du vin et de lobby de l'alcool, ça existe, il y a des groupes d'intérêt, etc., qui font valoir le point de vue de la filière. Mais d'une certaine manière, le principal lobby du vin, c'est les députés, les sénateurs. Et si ces députés et ces sénateurs défendent souvent avec vigueur le vin, c'est aussi parce qu'ils sont dans des circonscriptions où s'ils ne le font pas, premièrement, ils ne sont pas réélus. Et deuxièmement, leurs administrés seront pas très contents parce qu'il y a des régions où c'est l'économie principale. Donc l'impact sur la santé, il est important. Après, je pense qu'il faut mettre tout le monde autour d'une table pour savoir comment on fait pour le limiter. Patrick Démé, c'est vrai que pas un seul candidat à la présidentielle, par exemple, n'a échappé à la photo avec un verre de vin à la main. Même les candidats dont on sait qu'ils ne boivent pas d'alcool, qu'ils n'aiment pas ça. Alors, est-ce que c'est une forme d'allégeance obligatoire? On ne peut pas plaire aux Français sans ça? Je crois que l'alcool dans notre pays est banalisé et effectivement, se présenter avec un verre d'alcool, ça laisse à penser qu'on va récupérer quelques votes supplémentaires du côté des producteurs et des consommateurs. Je crois que c'est dommage de se faire élire simplement là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est quand même qu'on ait conscience des risques et des dangers de l'alcool. Oui, mais les emplois, l'économie, tout ce que disait Thomas Pitrel à l'instant. Bien sûr, mais est-ce que effectivement on ne peut être que dans la production effrénée de produits alcooliques qui doivent être, entre guillemets, écoulés, vendus ensuite, et donc une publicité effrénée, et donc tout ce qui va avec, qui est dans cette étude de Santé publique France. Oui. Donc je crois que là, il y a un juste milieu, modus vivendi, à trouver, entre une production raisonnable, par, je dirais, effectivement, des régions viticoles, etc. Le but n'est pas de priver le petit viticulteur de son activité, c'est pas ça. D'ailleurs, la pression des viticulteurs et la pression que met le lobby alcoolier, en particulier les parlementaires, sur les questions législatives de l'alcool, profite essentiellement aux grands alcooliers, producteurs de spiritueux, de bière, etc. Oui, et pas aux petits producteurs. Et pas forcément aux petits producteurs. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur de réduction des productions qui doit être mise en adéquation avec les consommations dont on sait que les seuils, c'est rappelé dans l'étude de Santé publique France, le seuil aujourd'hui reconnu à faible risque de consommation d'alcool, c'est une dizaine d'unités d'alcool par semaine. Oui, alors la consommation, voilà. Justement, parlons de la consommation des jeunes, des nouvelles générations, puisqu'apparemment le vin à l'ancienne, le vin à table, ça n'est plus vraiment une tradition française. Les jeunes adultes ont tendance à ne plus le faire, Thomas Pitrel. En tout cas, la consommation évolue avec l'âge. C'est-à-dire que, oui, effectivement, les jeunes boivent assez peu de vin. Par contre, dès qu'on commence à avoir 30 ans, être un peu plus installé, la consommation de vin augmente avec le temps. C'est pas quelque chose qui s'est perdu non plus et qui va disparaître, je pense en tout cas. D'accord. Après, sur la consommation des jeunes, c'est vrai que la question du binge drinking et des consommations à risque est assez importante. Et d'un autre côté, il y a une autre étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montrait que les jeunes de 17 ans étaient de moins en moins nombreux à avoir expérimenté l'alcool. Après, c'est passé de 89% à 85%, c'est pas énorme, mais il y a une petite évolution dans ce sens-là aussi. Patrick Démé, en 30 secondes, est-ce que vous rapprochez ce phénomène des chiffres de la consommation de produits stupéfiants chez les jeunes, puisqu'on sait que là, pour le coup, ça augmente beaucoup? Les chiffres sont tous à considérer avec précaution. Ouais. Je serais pas
serais pas aussi Pas de vase communicant, si j'ose dire. Je ne serais pas aussi affirmatif que vous sur les aspects d'augmentation. On en a beaucoup parlé ici. On en a beaucoup parlé, mais les choses, les réalités sont sûrement moindres. Je crois que ce qui... non, sur le cannabis, par exemple, les Français battent tous les records de consommation. Oui. Non, mais ils les battent depuis longtemps. Hein. C'est pas quelque chose de récent. Hein. D'accord. Pas de rapport entre ça et la consommation d'alcool qui aurait changé. Voilà. Et aujourd'hui, la consommation de cannabis, ça fait pas 40 000 morts tous les ans en France. Je crois qu'il y a une réalité là, sur laquelle il faut vraiment s'attacher. On s'est attaché à je dirais, mettre le paquet, si j'ose dire, sur le tabac ces dernières années avec des effets qui commencent à se faire sentir. Je crois qu'il faut vraiment faire la même chose sur l'alcool. Bien. C'est des mortalités qui sont totalement évitable. Gérald Roux nous a rejoint. Bonjour Gérald. Bonjour à tous. Le problème de l'alcoolisme, c'est comment ailleurs? C'est comment en Lituanie, où les habitants sont les plus gros consommateurs au monde? Et oui, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a placé ce petit pays balte de 3 millions d'habitants tout en haut du classement des plus gros buveurs. La consommation moyenne est de 18,2 litres d'alcool pur par personne et par an. Ça correspond à 2 pintes et demie de bière par jour. Selon la même étude de l'OMS, la consommation en France, on le disait tout à l'heure d'ailleurs, est de 11 litres 7 d'alcool pur par an. Donc c'est un véritable fléau là-bas. Et oui, ce sont les hommes qui boivent le plus en Lituanie et leur durée de vie s'en ressent nettement puisque les Lituaniens vivent en moyenne jusqu'à 69 ans, 10 ans de moins que les Lituaniennes. Logiquement, ils sont nombreux à souffrir des pathologies liées à l'alcool et les suicides se multiplient parmi ces hommes alcooliques. Pourquoi en sont-ils arrivés là? Alors déjà, pendant la période soviétique, les Lituaniens pouvaient boire comme ils voulaient sur leur lieu de travail. L'alcool est très présent aussi dans la vie de tous les jours. Cette surconsommation s'expliquerait en partie par le mal-être d'une grande partie de la population, un certain pessimisme. De plus, ces difficultés économiques, notamment la vie assez dure dans les campagnes, n'arrangent rien. Les Lituaniens consacrent, il faut savoir, 5,2% de leurs revenus à l'alcool, c'est 3 fois plus que les Français. J'imagine que les autorités ont réagi. Alors elles agissent, mais c'est très récent. C'est la coalition au pouvoir, Parti écologiste et Parti des paysans, qui a pris le problème à bras-le-corps. Pour commencer, depuis l'an dernier, la consommation d'alcool est interdite aux moins de 20 ans. Des magasins spécialisés ont été créés et la vente d'alcool est interdite le soir après 22 heures. Par ailleurs, la publicité pour l'alcool est interdite également, notamment dans la presse. Mais comme les Lituaniens ont la possibilité d'acheter des magazines, des revues qui sont imprimées à l'étranger, dans des pays où la publicité pour l'alcool est permise, eh bien les autorités lituaniennes utilisent les grands moyens qui rappellent à certains la censure soviétique. Les pages de pub consacrées à l'alcool sont carrément arrachées, ou encore des autocollants rouges sont collés sur les photos de bouteilles d'alcool dans les publicités. Ah ben là on met le paquet, comme disait tout à l'heure notre invité Patrick Démé. Et Thomas Pitrel était également à la table du 12-14 ce midi. Je rappelle le titre de ce livre, Tournée Générale. C'est publié chez Flammarion.